Moi, c'est Dalis Medali. Je suis un membre fondateur du Think Tank Bénin du Futur. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une séance de partage. Déjà, d'entrée de jeu, je veux féliciter tous les nouveaux bacheliers, qu'ils soient connectés ou que ce soit leurs parents et tout, tantes, oncles. Et c'est un long parcours au Bénin, comme vous le savez. Et c'est bien, en fait, quand ils finissent, d'échanger un peu avec eux pour qu'ils comprennent un peu les différentes options à leur disponibilité. Euh, Aujourd'hui, pour m'assister dans la modération, on aura mon collègue Luc Rungwe qui est basé en France. Moi, je suis basé aux États-Unis. Je vais fréquemment au Bénin. Et on a un panel en fait constitué de 4 personnes aujourd'hui, 4 invités. Il y aura Fedi Fagborum qui est en France. Et il sera le plus jeune du panel. On a voulu inclure un jeune pour avoir aussi les impressions les plus récentes, quoi. Parce que lui, il a fait la navette très récemment. Donc, il aura des informations très intéressantes à partager. On aura aussi Armand Tossou, qui est basé aux États-Unis, Leonidas Sasogba, qui est actuellement basé au Canada, mais qui a aussi fait les États-Unis, et Mireille Dinigo, qui est actuellement aux États-Unis, mais qui a étudié, qui a eu l'honneur ou le bénéfice d'étudier à la fois en France et en Russie. Donc, elle pourra partager ses expériences sur nous, sur ces diverses destinations. Et une autre chose que je veux faire avant de passer la parole à Spéro pour introduire un peu plus profondément nos invités, c'est de demander à tout le monde de faire 1 minute ou 1 seconde de silence parce qu'on a perdu 2 de nos collègues. Il y a Baudouin Radécon qui avait fait gestion des entreprises et il y a Rupert Amoussou qui a fait gestion des banques. Les deux sont partis il y a quelques jours. Donc, s'il fallait encore quelque chose pour dire à tout un chacun de nous de vraiment nous concentrer sur ce qui est important, je crois que c'est ça. Parce que l'expérience de vie, malheureusement, au Bénin n'est pas très longue. Donc, 1 seconde de silence. Et puis, Spéro, tu pourras continuer dès que tu veux. Ok. Merci à tout le monde pour ce temps de recueillement. Déjà, je vous remercie de donner de votre disponibilité pour ce temps de partage. Aujourd'hui, nous échangeons sur le thème immigrer pour les études. Et pour cela, nous avons 4 panélistes qui ont été invités et qui ont accepté de partager avec nous leurs expériences. Donc, comme Dalis l'avait introduit tout à l'heure, nous avons Armand Tossou, dont je vais vous parler très rapidement. Armand Tossou est un membre fondateur et secrétaire général du think tank Bénin du Futur. Il est aussi doctorant en économie et en agronomie. Précédemment, Armand avait enseigné et fait des recherches à l'Université d'Illinois, à Urbana-Champaign et à l'Université d'État du Colorado. Il a travaillé également en comptabilité avec la multinationale danoise Maersk au Bénin. Armand est récipiendaire de la prestigieuse Fulbright Scholarship. Il est titulaire d'un master en gestion et développement renouvelable de l'Université du Colorado. Il a également une maîtrise en économie de la FASEG, un diplôme de technicien supérieur en gestion des entreprises obtenu à l'ENEAM au Bénin. Il prépare actuellement un PhD. Ses principaux centres d'intérêt sont l'entrepreneuriat, le développement rural, l'économie et la lutte contre la pauvreté. Donc, il échangera avec nous sur son parcours et ses expériences. Nous avons également connecté avec nous Leonidas Assoba, qui est un membre contributeur du think tank Bénin du Futur. Il a étudié aux États-Unis ainsi qu'à HEC, à Montréal, au Canada, et il poursuit également
sa maîtrise en administration avec un accent sur la lutte contre la criminalité financière à l'université de Sherbrooke. Il est un expert en gestion des risques et un comptable professionnel agréé. Il a occupé plusieurs postes au sein de grandes organisations telles que la Bank of America, la Banque Royale du Canada, Immel et Richer. Il est présentement un expert en audit du risque auprès de la Banque Laurentienne. Léonidas a siégé au conseil d'administration du chapitre de Montréal de l'Association of Certified Fraud Examiners. Il siège actuellement au conseil d'administration et au comité d'audit de la Fondation Centraide du Grand Montréal. Il est membre du comité de partenariat stratégique du réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Léonidas a été finaliste du prix Relève Grande Entreprise 2018 du Conseil de transformation alimentaire au Québec. Également, comme invité de ce panel, nous avons Mireille Dimigou, qui est un membre fondateur et trésorière du think tank Bénin du Futur. Elle est aussi kinésithérapeute et membre de la Jeune Chambre internationale. Mireille fait partie du groupe de travail international de l'Organisation mondiale de la santé sur l'arthrite rhumatoïde. Précédemment, Mireille a travaillé aux archives françaises dans le centre de kinésithérapie du docteur Bobnovski en Russie et a été la kinésithérapeute des clubs de football de première division, Mogas 90 et Tonnerre, que tout le monde connaît, et des fédérations béninoises d'athlétisme et du tennis. Elle a géré l'encadrement médical des sportifs béninois à plusieurs compétitions internationales. Elle est titulaire d'un master en histoire contemporaine de l'Université Paris 8 France, d'un master en histoire du Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg en Russie et d'une licence en kinésithérapie de la Faculté des sciences de santé de Cotonou, Bénin. Elle est auteure de plusieurs ouvrages. Ses principaux centres d'intérêt sont la santé, le sport, l'histoire, l'éducation et l'entrepreneuriat. Enfin, nous avons comme quatrième membre de ce panel M. Freddy Fagbohon, qui est un membre contributeur du think tank Bénin du Futur. Il est professionnel du marketing sportif, de l'événementiel et du tourisme qui réside actuellement en France. Freddy a travaillé comme animateur sportif et chef de projet événementiel dans le domaine du sport et des loisirs auprès de plusieurs structures en France et au Bénin. Il poursuit actuellement un MBA en marketing événementiel à la Sport Management School of Paris. Précédemment, il a obtenu un master en tourisme et loisirs sportifs à l'Université d'Angers et une maîtrise en loisirs sportifs à l'INGEPS au Bénin. Ses principaux centres d'intérêt sont le sport, le tourisme, la culture, l'entrepreneuriat et l'éducation. Voilà ainsi présenté le panel d'invités avec lequel nous aurons l'honneur d'échanger aujourd'hui. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons essayé de rassembler différentes, je vais dire, situations géographiques, différents pays, et afin d'avoir des éléments plus probants sur beaucoup de retours d'expérience. Donc voilà. Dalis, je te passe la parole pour commencer les échanges. Merci, Spero. Avant de commencer les échanges, je veux brièvement parler du think tank Bénin du Futur pour ceux qui n'étaient pas familiers avec ce que c'est. J'ai partagé dans la barre de chat des liens vers notre site web, notre page de blog et nos pages de réseaux sociaux. Vous pouvez vous connecter à nous pour nous suivre et voir tout ce qu'on fait. En fait, Bénin du Futur est un think tank indépendant. Un think tank est une institution de recherche, en fait. Et donc, nous faisons beaucoup de réflexions, d'études, d'analyses et nous publions des articles, des rapports et nous faisons aussi du plaidoyer en direction des autorités. En termes de rapport, par exemple, la dernière étude qu'on a publiée, qui a été beaucoup appréciée, analysait un peu la réponse du Bénin à la crise du Covid-19.
que le monde entier traverse actuellement. En termes de plaidoyer, la première action qu'on a menée était à l'endroit du président lui-même, parce que si vous vous souvenez, quelques temps après son élection, il était passé à New York et on avait tout un dossier qu'on lui a remis en termes de suggestions. Maintenant, un think tank, en fait, quand vous suggérez les idées, vous ne pouvez pas vous octroyer le crédit quand elles sont réalisées, parce que rien ne nous dit que le président lui-même n'avait pas certaines de ses idées ou la grande équipe qu'il a autour de lui ne lui a pas fait des suggestions similaires, quoi. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de communiquer avec les autorités, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien même au niveau des municipalités, et de les accompagner dans la mesure du possible. Et on a aussi beaucoup travaillé avec le ministère du numérique et on est content de voir toutes les innovations qu'ils font actuellement, par exemple dans le domaine de l'éducation avec leur plateforme de e-learning et plein d'autres actions innovatrices. Et donc, c'est un peu ça. Comme j'ai dit, il y a les liens que j'ai partagés. N'hésitez pas de vous connecter à nous. Le think tank regroupe beaucoup de personnes béninoises brillantes, certaines vivant au Bénin, d'autres vivant aux États-Unis et en Europe, un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup d'anciens premiers du Bénin, si on parle d'éducation, de bac et tout ça. Il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de futurs docteurs aussi. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des suggestions ou si vous voulez nous accompagner de quelque manière que ce soit. Donc, cela dit, je vais ouvrir le débat et puis demander à nos panélistes. Je vais commencer par Armand. Armand, est-ce que tu peux nous dire un peu comment la transition s'est passée pour toi après le bac? Comment est-ce que tu as quitté le Bénin pour les États-Unis? Est-ce que tu es parti automatiquement? Est-ce que tu as travaillé un peu d'abord? Et après, Armand, Freddy, Mireille, Léonidas aussi, bon, à tour de rôle, et échanger, partager un peu leur expérience. Merci beaucoup. Et salut les amis. Bon, enfin, pour moi, ma transition n'a pas été directe. J'ai dû d'abord travailler à Bénin. Et comme Luc l'a dit dans son introduction, j'ai travaillé à Maersk Line, le bureau du Bénin, là, pendant 8 ans. J'ai fini à l'ENEAM en 2004. J'ai commencé Maersk en 2005. Je suis resté là jusqu'en 2013, disons mi-2013. Et c'est en ce moment que j'ai eu l'opportunité de venir de ce côté-ci, aux États-Unis. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a conduit à cela? C'est en fait un long parcours. C'est vraiment un long parcours. J'ai finalement eu la bourse Fulbright, qui est en fait financée par le gouvernement américain. Je pense bien que c'est la bourse la plus prestigieuse que le gouvernement américain finance en fait, quand il s'agit d'étrangers en fait, vivant aux États-Unis. Donc, il a fallu faire toutes les démarches sur la place, je vais dire à Cotonou, déposer le dossier. En fait, j'ai même postulé 2 fois. Ouais. Il y a eu un peu de cafouillage. Et finalement, mon premier dossier a été validé. Tout ça, donc. Bon, c'était pas facile quand même. Je n'ai pas besoin de rentrer dans tous les détails, mais il a fallu que j'aille au Ghana faire des tests et tout ça. Donc, tu vois, tous ceux qui ont postulé à des bourses étrangères au Bénin savent un peu ce que c'est le parcours de combattant que cela requiert. Il faut beaucoup d'endurance. Il faut investir un peu de sous et il faut mettre le temps à étudier tout ça, bouquiner et s'apprêter. Donc, brièvement, c'est ce que j'ai pu dire pour le moment, pour ne pas monopoliser l'attention. Est-ce que rapidement, d'autres compléments. Armand,
Est-ce que tu peux juste nous donner le début du processus pour cette prestigieuse bourse? Les informations s'obtiennent où? Sur le site? Le dépôt de dossier? Quel profil tu avais au moment où tu l'as fait? Oui, donc je crois que j'ai probablement commencé en 2010, 2011. Et pour ce qui est du Bénin, en fait, la bourse Fulbright fonctionne avec les États. Oui, ça rentre dans la collaboration bilatérale, je dirais. C'est entre les États-Unis et chaque pays qui participe, en fait. Et dans certains cas, le pays qui participe contribue au budget. Et je crois que dans notre cas, non, c'est plutôt le financement vient du gouvernement américain. Donc, toute la sélection se passe, c'est géré par les Américains de bout en bout. Il y a un niveau où les acteurs locaux sont impliqués. Mais ça commence par le dépôt de dossiers qui est en fait, je crois que c'était physique, il fallait réunir les pièces dans une enveloppe et tout. Mais là, pour avoir l'information, c'est sur le site de l'ambassade des États-Unis. Si vous allez en ligne là. Donc, la bourse s'appelle Fulbright. Fulbright. C'est une bourse destinée aux formations diplômantes aux États-Unis. Une particularité pour le Bénin, c'est que la bourse ne finance que les formations en master. D'accord? Donc, il ne finance pas directement ceux qui veulent faire un PhD. Donc, si vous avez l'intention de venir aux États-Unis faire un PhD, vous voulez passer par la bourse Fulbright, à moins que les choses n'aient changé tout récemment. Il va falloir d'abord faire un master. Donc, c'est ce que j'ai dû faire. Donc, le dossier, bon, c'est pas trop compliqué quand même. C'est essentiellement les relevés de notes, et, bon, CV, ces choses-là. Pour écrire une lettre de motivation pour expliquer en fait quel projet on a en tête. Évidemment, ça doit être orienté vers le développement du pays parce que c'est en fait le but de cette bourse-là, c'est d'aider les pays qui participent à développer en fait le capital humain. Ouais, donc, et ce qui se passe, c'est que chaque pays choisit certains domaines clés. Donc, l'économie appliquée, par exemple, l'économie en général, tout ce qui est agriculture, la gestion, les nouvelles technologies, de la communication, tout ça fait, tous ces domaines-là font partie en fait des domaines stratégiques, je dirais. Donc, c'est notre gouvernement qui dit au gouvernement américain, nous avons besoin d'expertise dans tel domaine, un peu. Donc, quand nous postulons, ce qu'ils font, et ce que le comité de sélection fait en fait, c'est un jeu de matching. Donc, ils voient notre background, le background de chaque candidat, tant académique que professionnel, et ils essaient de nous placer dans des institutions appropriées en fait. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le Colorado pour un master en gestion et enfin, développement. C'est un programme hybride quand même. Développement, entrepreneuriat et tout, et gestion. Merci beaucoup, Armand. Freddy, tu veux nous partager avec nous ton expérience? Oui, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de partager cette petite expérience avec les étudiants qui envisagent ou qui ambitionnent de voyager pour les études. Moi, mon parcours, ma transition, en fait, c'est faite, je dirais tout naturellement, parce qu'il y a déjà Campus France qui est là, le portail Campus France que notamment beaucoup de gens connaissent. Et via ce portail, j'ai fait toute la démarche, c'est-à-dire des inscriptions, jusqu'à
avoir une admission et ensuite suivre la procédure du visa pour venir en France. Alors, comment ça s'est passé? Moi, je n'ai pas travaillé en tant que tel pendant mes études parce que j'ai fait une licence, ensuite j'ai intégré directement un master. Je n'ai pas eu d'année de répit. Donc, du coup, je n'ai pas eu vraiment d'expérience en tant que tel, hormis l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de mes différents stages académiques. Donc, en gros, ma transition s'est faite via le portail Campus France, dont j'ai suivi la procédure Campus France. Je n'ai pas eu de bourse. J'ai directement suivi la procédure, j'ai eu une admission et ensuite je suis arrivé en France. Donc, en gros, de façon ramassée, voilà comment ça s'est passé. Donc, je te pose directement une question pour mieux comprendre un peu plus ce que c'est que Campus France et le parcours que ça représente. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ce que c'est que Campus France et qu'est-ce qu'on y retrouve en fait? Alors, très bonne question. Campus France, en fait, c'est un portail qui rassemble, pour ne pas dire regroupe, toutes les universités françaises, que ce soit les écoles et les universités, les instituts et les écoles polytechniques. Tout ce qui a comme formation supérieure, on les retrouve sur Campus France. Alors, comment ça s'est passé? Campus France a été ouvert depuis 2000, l'an 2000, et leur objectif, en fait, c'est d'aider en fait, les étudiants, ceux qui obtiennent le bac, leur donner la possibilité en fait, de venir étudier en France, d'obtenir une expérience enrichissante au niveau des universités françaises et de profiter également de l'intégration pour pouvoir acquérir une expérience en entreprise riche et valorisée et diverse d'ailleurs. Ce portail en fait offre la possibilité à tout le monde, à tous les étudiants, ceux qui obtiennent le bac, sous réserve quand même ceux qui sont en terminale peuvent passer par ce portail sous réserve d'obtenir le bac, de pouvoir venir étudier en fait en France. Et ce portail en fait généralement ça regroupe non seulement les plus prestigieuses universités de la France, mais également les universités provinciales, les universités qui sont moins cotées sur le plan en termes de ranking. En gros, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à Campus France. Oui. Est-ce que Campus France est facultatif ou ça a un caractère obligatoire? En gros, Campus France est facultatif du point de vue personnel parce que tout le monde n'a pas envie d'aller étudier à l'extérieur. Et tout le monde n'a pas envie de venir étudier en France. Excuse-moi de te couper. Pour ceux qui veulent venir étudier, est-ce qu'il y a un autre parcours que Campus France pour ceux qui veulent étudier en France notamment? Tout à fait. Il y a un autre parcours. Il y a en fait la possibilité de postuler directement auprès des universités privées et des instituts. Et cela passe également par le passage peut-être d'un concours ou peut-être de plusieurs entretiens pour pouvoir décrocher l'admission. Au niveau des écoles, c'est plus particulier. Et ça dépend aussi des écoles. Il y a d'abord un dossier de candidature à fournir par l'étudiant. D'abord, l'étudiant se renseigne auprès de l'université pour savoir quelles sont les formations qui sont proposées, quelles sont les formations en fait, qui rentrent dans son domaine d'études et qui pourraient en fait, compléter sa formation de base. Et ensuite, il remplit en fait, un formulaire en ligne directement sur le site internet de l'université, de l'école. Et suite au remplissage de ce formulaire en ligne, il reçoit par la suite un retour du conseiller ou bien du chargé d'admission qui lui dit, voilà, vous avez vous avez candidaté en fait sur notre plateforme et vous voudrez savoir en fait quelles sont nos formations et ce que nous offrons. Ce que nous vous proposons, c'est tel. Donc, en fait, ils vous envoient toute la brochure, tous les éléments de formation, tous les programmes de formation en fichier PDF, et ils vous envoient également le fichier d'admission, donc les étapes en fait à suivre pour pouvoir obtenir l'admission. Donc en fait, le candidat en question, dès qu'il remplit les conditions d'admission,
postule, envoie ses dossiers, sa motivation, son CV, ses documents, tous ses diplômes, et les transverse peut-être sur le site internet ou les envoie directement par mail. Et par la suite, il reçoit en fait une réponse de l'université ou de l'école lui donnant en fait un rendez-vous pour un entretien. Et cet entretien en fait se passe généralement 30 et 45 minutes. Le but de cet entretien en fait, c'est de déterminer, de voir en fait si cet étudiant a la possibilité, la capacité nécessaire pour pouvoir suivre non seulement les cours en français, parce qu'il vérifie également le niveau de français, le niveau d'expression de l'étudiant en question, mais également de voir si son parcours, son background antérieur ou son parcours antérieur correspond en fait à ce qu'il a choisi comme programme. Et dans ce sens, en fait, des questions lui sont posées comme quels sont vos projets professionnels, quelles sont vos ambitions professionnelles, quel est votre projet d'études, en fait, pour savoir tout simplement si l'étudiant en question a de l'ambition, qu'est-ce qu'il veut en fait, est-ce qu'il ne veut pas juste postuler parce qu'il veut venir en France. Et suite à cela, dès que son entretien est convaincant, dès qu'il arrive à convaincre en fait son interlocuteur que voilà, qu'il a l'ambition, qu'il a la volonté de venir étudier, non pas parce qu'il veut juste aller en France, mais parce qu'il a a envie de compléter sa formation avec une expérience nouvelle. Donc, suite à cela, 1 semaine ou 2 semaines, ça dépend, il reçoit une réponse de la part de l'université, soit lui notifiant un refus, soit lui notifiant une admission définitive et la suite de la démarche à mener pour pouvoir avoir les documents, l'admission définitive et ensuite la procédure pour pouvoir finaliser cette demande de visa. En gros, voilà un peu comment ça se passe avec les procédures parallèles à Campus France. Il faut quand même noter que même si vous passez pas, même si un étudiant décide en fait de faire une procédure parallèle, parce que ça s'appelle une procédure parallèle, cet étudiant est tenu en fait, est obligé de repasser par Campus France, de payer les 70 000 et de redéposer les dossiers en quelque sorte afin d'avoir une attestation de préinscription qui lui servira en fait pour sa demande de visa en fin de compte. Donc, je me permets en fait de dire tout simplement que vous ne pouvez pas faire une procédure pour les études sans passer par Campus France. Mais si vous passez par une école qui vous attribue directement une admission, vous devrez le renseigner auprès de Campus France pour pouvoir avoir la lettre définitive de préinscription auprès de Campus France afin de pouvoir faire votre demande de visa. Sans cette condition, vous ne pourrez pas justement déposer les dossiers pour faire une demande de visa. Voilà. Merci Freddy. J'invite Léo à partager un peu son expérience avec nous. Si je me rappelle bien, toi, tu es allé aux États-Unis et plus tard, tu as transitionné vers le Canada. Donc, si brièvement, en 2 minutes, tu peux nous dire comment ça s'est passé après le bac pour te retrouver aux États-Unis et aussi qu'est-ce qui t'a motivé par la suite à choisir, opter pour le Canada plutôt. D'accord. Bonjour tout le monde. Moi, après mon bac, j'ai fait comme beaucoup de collègues, comme Armand, j'ai fait l'ENEAM, j'ai fait un diplôme de technicien supérieur avec une option gestion des entreprises à l'ENEAM. Après, je crois que j'ai fini 1 an après Armand, qui est mon doyen. Fait que après l'ENEAM, j'ai fait une maîtrise en droit des affaires à l'université d'Abomey-Calavi. En même temps que je faisais l'ENEAM, j'avais fait une double inscription. Fait qu'après avoir fini cette maîtrise-là, dans le fond, que la piqûre de continuer mes études m'a toujours piqué, raison pour laquelle j'ai appliqué directement pour aller étudier aux États-Unis. J'ai appliqué au niveau directement d'université qui s'appelle George Mason University. J'avais appliqué directement pour un programme en comptabilité et en finance. Comme l'a expliqué un peu mon collègue qui vient de parler avant moi, puisque moi, c'était une admission directe par mon propre lien, dans le fond, il y a eu tout un processus d'étude de dossier, d'entrevue, ou dans lequel, quand tu fais l'entrevue directe, on essaie d'évaluer à peu près ton niveau d'anglais et tout le reste. Fait que suite à ça, l'admission m'a été accordée directement. Faut également dire que moi, je n'ai pas eu de bourse, fait que je suis parti
de par mon propre biais avec le soutien des parents. Je suis parti. Fait que ce qui s'est passé, je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé ma formation. C'était une formation qui devrait être une formation de 2 ans qui devrait finir par une certification, en fait, spécialisation en comptabilité, en sciences comptables, en fait. Fait qu'après ce passage aux États-Unis, pourquoi j'ai décidé d'aller au Canada? Parce que sur place aux États-Unis, je voyais toujours comment les choses se passaient. En même temps, j'étais dans un programme qu'on appelle un programme coop, dans lequel à la fois j'étudiais aux États-Unis à l'université, mais j'avais l'opportunité d'aller chercher de l'expérience professionnelle directement sur le terrain. Fait que j'ai travaillé par ce biais-là, j'ai travaillé pour le Bank of America, une des grandes banques aux États-Unis. J'ai travaillé également pour un cabinet d'avocats dans le département de comptabilité et de marketing qui est à Washington, D.C., parce que moi, j'habitais la Virginie. George Mason University, c'était une université en Virginie. Et que Washington, D.C. étant un État mitoyen de D.C., j'allais travailler là en journée et le soir, j'allais sur mes cours à l'université. Fait que, alors, pourquoi ma transition au Canada? Puisque moi, je n'étais pas venu aux États-Unis par le biais d'une bourse, à un moment donné, même si tu travailles et que même si tu arrives à subvenir à tes besoins, tu as envie toujours de chercher une formation de qualité, mais qui ne coûte pas forcément plus cher. Et je dois avouer que moi, j'étais allé dans une université privée qui était bien cotée pareillement, mais que ça coûtait quand même cher. Fait que de fil en aiguille, j'ai fait mes recherches par rapport au Canada. Je me suis rendu compte que la qualité de la formation au Canada était la même qu'aux États-Unis, qu'on se dise les vraies affaires. Et puis, j'avais des collègues avec moi qui ont fait l'INE, qui ont fait également la maîtrise avec moi à l'Université d'Abomey-Calavi, qui était au Canada. Fait que de fil en aiguille, en discutant avec tout ce monde-là, j'avais décidé également de tenter mon expérience canadienne. Fait que j'ai appliqué pour, après ma certification aux États-Unis, j'ai appliqué pour une université à Montréal, pour les HEC, l'École des hautes études commerciales à Montréal, pour continuer mon processus. Fait que j'ai été accepté. Et en même temps que j'appliquais à ça, dans le fond, j'avais appliqué pour la résidence permanente au Canada, parce que j'avais dans le fond de l'expérience que je pouvais faire valoir par le biais de mes expériences professionnelles aux États-Unis. Fait que j'ai eu comme ça ma résidence permanente. Je suis venu ici, j'ai continué mes études, j'ai fait mon premier DESS, mon diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité, ce qui m'a permis de finir mon cursus et de préparer mon diplôme d'expertise comptable. Fait qu'aujourd'hui, je suis expert comptable à Montréal. Je travaille dans une banque en tant que spécialiste en audit. Et je continue toujours mes études parce que j'aime ça, toujours continuer à apprendre, pareillement, malgré que je travaille à temps plein. Fait que je fais actuellement une autre spécialisation en lutte contre la criminalité financière en juricomptabilité. Fait que je crois que j'ai fait le tour par rapport à mon expérience. Merci. Merci beaucoup, Léonidas. Et j'ai une autre question pour toi, en fait, pendant que tu es là. Et Oui. dans ton expérience, quelle est la différence généralement, en fait, entre les formations, parce que tu as fait l'INE avant d'aller à l'étranger, Oui. entre les formations qu'on reçoit au Bénin chez nous et puis les formations qu'on reçoit à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou au Canada? Merci Dali, je voulais aborder dans ce sens, mais comme tu m'avais donné 2 minutes, j'essayais de respecter ton temps. Vous savez, on a étudié au Bénin et puis on est vraiment dans un schéma très, très francophone, très français, en ce sens que on maximise la connaissance théorique, la connaissance livresque, mais dans le domaine anglo-saxon, on se rend très vite compte que oui, c'est bon d'avoir beaucoup de connaissances livresques, mais il faut vraiment être très pratique et très pragmatique. Fait que la grosse différence, c'est que les études que moi j'ai expérimentées, je crois que mes collègues d'Alice, toi-même, et puis les autres qui sont en Amérique du Nord, on se rend compte rapidement que les gens privilégient également le volet très pragmatique des choses. Si bien que si tu te limites simplement à ton expérience livresque, à un moment donné, tu seras rapidement dépassé. Et c'est pour ça souvent qu'ils recommandent souvent aux gens à la fois quand ils étudient, quand même d'avoir un pied dans le domaine de l'entreprise ou dans le domaine pratique, que ça soit, quel que soit le domaine d'activité que tu choisis. Fait que c'est beaucoup plus cet aspect-là que j'ai eu du mal, disons, la première année à m'adapter à ça parce que en étant béninois étudié dans un cocon francophone, on ne s'aperçoit pas très vite que cette dynamique-là, il faut aller la chercher. Et c'est cette dynamique-là, dès que tu la cherches et tu l'acquiers rapidement,
tu te rends compte que ça se passe très bien pareillement. Fait que c'est beaucoup plus allié le volet pratique des formations qu'on reçoit sur les bancs, qui est vraiment l'accent qui est mis sur les études dans le domaine anglo-saxon. Je ne sais pas si Armand, tu es d'accord avec moi. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le système de ce côté-ci met plus l'accent sur le pragmatisme, je dirais, essentiellement. Je crois que c'est une grosse différence avec le système francophone auquel nous sommes habitués. Les gens doivent savoir ce que vous pouvez faire concrètement, quoi. Pas juste bon, quel titre tu as, quel diplôme tu as, mais c'est aussi, de façon pratique, quelle technique tu maîtrises. Une entreprise qui veut te recruter cherche sur toi à savoir en quoi est-ce que tu peux l'aider à se faire plus d'argent. C'est essentiellement ça. Donc. Exact. Mais merci, Dali. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, excellent, Léo. Merci. Freddy, est-ce que tu as quelque chose à compléter par rapport aux différences entre la formation qu'on reçoit? Parce que je comprends que tu as fait l'INJEPS à Cotonou avant de voyager. Quelle Oui. différence tu vois entre la façon dont on enseigne, comment ça se passe au Bénin par rapport à ce que tu as vu en France? Merci, Dalis. Je dois dire que la différence est énorme. La différence est énorme du point de vue de la formation, du point de vue du contenu de formation et notamment du point de vue de l'enseignement, de la pédagogie ou tout simplement de la didactique que utilisent en fait les professionnels ou les professeurs ou les intervenants ici en France. Alors, je m'explique. Au Bénin, et notamment à l'INJEPS, j'étais habitué au fait que, voilà, on fasse de gros horaires de cours, genre de 8h à midi sans pause ou une pause de 30 minutes tout au plus. Mais ici, un cours commence à 7h ou à 8h généralement. Vous avez 10 minutes de pause entre 8h, entre 9h et 10h et vous reprenez, vous finissez à midi. Ça, ce n'est pas la grosse différence. Mais la différence se trouve notamment au niveau de, comment je peux le dire, de la façon d'enseigner, en fait, de la didactique que utilisent en fait les professeurs. Un professeur ici ne va pas t'exiger, voilà, que tu maîtrises ce dont il parle. Il ne va pas t'exiger en fait que tu sois très bon. Ce qu'on t'exige en fait, enfin, ici, les professionnels ou du moins les enseignants, ils veulent tout simplement que les étudiants suivent et qu'ils posent en fait les questions. Et contrairement au Bénin, ce qui se passe, c'est une sorte d'enseignement participatif, si bien que l'étudiant en fait construit son savoir. Comment ça se fait? On donne une activité, il ramène une activité ou il ramène tout simplement une polycopie. Il demandera en fait à ce que les étudiants eux-mêmes construisent en fait le savoir, c'est-à-dire ils fassent des recherches par eux-mêmes, identifier en fait de problèmes s'il s'agit d'un exercice, résoudre le problème, apporter des solutions et notamment des perspectives. Et en fait, c'est après cela maintenant que lui, il reprend, il apporte en fait son savoir. Si c'est un professionnel, il apporte en fait son expérience par rapport à la situation que les étudiants ont eu à traiter en groupe. Et tout simplement, il nous apporte quelque chose de plus par rapport à l'exercice qui a été donné. Contrairement au Bénin où le professeur, c'est lui en fait qui est, c'est un enseignement à sens unique, tout simplement parce que c'est le professeur qui connaît tout, c'est lui qui enseigne tout, c'est lui qui dit tout, c'est lui qui a un diplôme, c'est lui qui a en fait un doctorat. Et le doctorat, en fait, c'est comme je sais pas, au Bénin, c'est comme une sorte de couronne. Moi, j'ai entendu, en fait, par exemple, des professeurs, en fait, qui viennent et qui disent, en fait, vous pouvez aller voir le président de la République. Si moi, je te dis, je te mets 0, c'est que tu as 0. Et en fait, des trucs comme ça ne peuvent pas se passer ici en France, tout simplement parce que les professeurs n'ont même pas la possibilité de voir les noms des étudiants au moment des corrections. Et ça, c'est quelque chose de chouette. Par rapport à autre chose, par rapport au contenu de formation, moi, je dirais tout simplement que la formation, elle est beaucoup plus centrée sur le savoir-faire de l'étudiant ici en France plutôt que de la théorie. Certes, il y a beaucoup de théories parce que nous ne sommes pas dans des écoles techniques, nous ne sommes pas dans des instituts où on fait de la pratique.
mais il y a beaucoup plus de mise en situation. Je vais m'expliquer. Je me souviens, le premier cours que j'ai eu ici en France était un cours sur la loi à vélo. Et en fait, brièvement, je vous explique un peu ce que c'est que la loi à vélo. En fait, c'est un cours en fait, qui est basé sur une compétition. Une compétition en fait, qui se déroule chaque année en période d'été à Saumur. En fait, Saumur, c'est la ville dans laquelle j'ai étudié. Et en fait, c'est une compétition qui regroupe en fait des amoureux de vélo, des amoureux de bicyclettes et de vélo vintage et tout. Donc, en fait, ces gens-là viennent en fait à la période d'été parcourir en fait la loi parce qu'il y a une loi qui fait plusieurs villes, qui fait plus de 7 villes et en fait qui fait le tour un peu comme la Seine. Et en fait, ces gens-là viennent, les touristes en fait notamment viennent en fait héberger dans des hôtels, résider dans des endroits, faire nourrir le commerce local, et etc. Donc, en fait, ce cours-là justement s'est passé dans un contexte hors de la classe, tout simplement parce qu'on a été visiter en fait des hôtels, on a été visiter les endroits où ils fréquentent, la façon dont ils stockent les vélos, la façon dont ils se comportent. On a vu des vidéos en fait, et l'intervenante, nous expliquait comment ça se passait, comment ils géraient en fait toute la partie logistique en fait derrière les organisations et autres. Juste pour faire une aparté par rapport à la façon dont ça se passe ici en France. Autre chose aussi, il y a beaucoup plus d'intervenants professionnels en fait qui viennent enseigner ici en France. Moi, j'ai vu pas mal sur 20 cours, j'ai eu plus de 7 intervenants qui ne sont pas des professeurs, qui ne sont pas des enseignants, mais qui sont juste des professionnels qui sont dans le domaine du tourisme parce que j'ai fait une formation en tourisme et en fait qui viennent parce qu'ils ont de l'expérience dans ce domaine et qui viennent en fait apporter leur savoir-faire. Non pas parce qu'ils veulent nous enseigner des trucs théoriques, mais ils nous apportent en fait des connaissances pratiques parce que le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain après les études et non pas tout ce qu'on nous a enseigné de façon théorique et magistrale en classe. Merci. Merci beaucoup, Freddy. Et sur le coup, je vais passer la parole à Mireille, qui n'est pas du tout encore intervenue, pour qu'elle nous parle un peu de son parcours. Et après avoir brièvement parlé de son parcours, elle pourra aussi nous parler des différences qu'elle a observées entre la façon dont on enseigne à la FSS au Bénin et à comment ça se passe en France et comment ça se passe en Russie. Merci beaucoup, Mireille. Ok, je tiens à remercier tous ceux qui sont sur ce panel et les différents invités. Moi, particulièrement, la plupart de mes études se sont passées avec des bourses. Déjà, au niveau de la FSS, à l'École supérieure de kinésithérapie, j'ai eu le concours d'admission en 2007. J'ai eu la première place et j'ai fini ma licence là-bas. Ensuite, j'ai été employée directement dans le sport parce que papa aussi était kinésithérapeute du sport et particulièrement avec les écureuils du Bénin. Il a fait avec Mougas 90. Donc, je suis allée directement dans le sport et intervenir aussi avec d'autres spécialités comme le taekwondo, le tennis, le basket. Je suis allée aussi au jeu de la CEDEAO, au premier jeu de la CEDEAO avec le ministère des Sports. Ensuite, j'ai décidé de retourner en Russie où j'étais née pour voir un peu comment est la situation là-bas. Parce que certes, au Bénin, on a des opportunités, mais il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir revenir et servir le Bénin. Donc, je suis partie en Russie et là, j'habitais avec ma mère et ma grand-mère où j'ai repris ma fonction de kinésithérapeute, mais dans une spécialité beaucoup plus pointue. Parce qu'en Russie, en fait, si nous considérons qu'au Bénin, en Europe, nous avons le kinésithérapeute qui fait le massage, qui fait la physiothérapie et qui fait la rééducation. En Russie, particulièrement, le massage, la physiothérapie et tout ce qui est rééducation, mouvement rééducatif sont faits par des spécialistes différents. Donc, j'ai goûté à cette expérience-là.
Et comme j'avais toujours beaux études, après mon travail, je trouvais le temps assez vide où j'ai décidé de continuer mes études, mais là, beaucoup plus en histoire, pour rendre hommage à tous ceux qui ont, et tous nos pères qui ont fait la Russie. Donc, j'ai fouiné un peu dans l'histoire et c'est là que j'ai pu faire le collège universitaire de Saint-Pétersbourg, où en fait, c'est des professeurs français qui viennent enseigner aux étudiants russes qui ont la nationalité russe en particulier. On y accède avec la licence ou la maîtrise. Donc, il faut avoir un bon niveau en français. Et ensuite, nous avons 5 matières au choix, surtout les sciences humaines. Donc, nous avons le droit, nous avons la philosophie, nous avons la sociologie, nous avons l'histoire et la littérature. En première année, nous choisissons 2 matières. Moi, j'avais choisi la sociologie et l'histoire. Et en deuxième année, pour la maîtrise, on choisit soit en fonction de nos notes, soit en fonction de ce qui nous a vraiment passionnés pendant l'année. Donc, j'ai eu à faire des stages en sociologie pendant la première année, toujours en Russie, et ensuite en histoire. J'ai choisi pour la deuxième année l'histoire où j'ai travaillé sur les conditions de vie des étudiants africains à Leningrad pendant les années 1960. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup plus les archives russes. Je suis allée fouiner dans les journaux russes des années entre 1960 et 1980. J'ai fouiné aussi dans les archives où après, même le FSB a commencé par faire des recherches sur moi où je n'ai pas voulu toucher à certains domaines parce que j'ai révélé ça dans mon livre que j'ai finalement publié, où ces étudiants-là étaient suivis. Donc, j'ai voulu faire des recherches, mais pas trop approfondies pour ne pas avoir à faire au service suprême russe. Ensuite, j'ai pu avoir l'année-là une bourse pour la France. Là, c'était un master à l'université Paris 8. En fait, Paris 8, pourquoi? Parce que mon maître de mémoire faisait partie de ces missionnaires qui venaient nous faire les cours et il était dans le domaine. Il était dans le domaine, donc tout ce qui est population noire, étudiants noirs, c'est lui qui gérait ça. Et c'était au niveau de l'université Paris 8. D'autres sont partis au niveau de la Sorbonne, au niveau de Paris-Dauphine et autres. Mais toujours, il est que toutes mes études se sont passées avec une bourse. Donc, particulièrement, je n'ai pas eu à débourser presque pas un franc, uniquement peut-être pour les billets d'avion. En Russie, de la Russie pour la France, c'est toujours Campus France qui gère ça. Et là, Campus France, cette bourse de Campus France s'élevait à $767 et 67 € par mois. Et prenez en charge autre que ça, et notre visa qui était dans les environs de 100 €. Ensuite, l'installation, la première bourse qu'on a eu à percevoir était de 900 €. Le logement, on a eu une aide de la CAF. En fonction de ton âge, tu as une gratuité pour les transports. Pour la location aussi, on a eu une aide déjà pour la recherche du logement. Moi, j'ai déjà commencé très tôt, dès que j'ai eu les résultats, j'ai eu la présence d'esprit de commencer par rechercher un logement. C'est-à-dire, il ne fallait pas que je vienne en France et que je commence par me perdre. Non. J'ai déjà commencé par m'assurer qu'il y ait un logement avant de pouvoir me déplacer. Ensuite, de savoir, OK, quelle est la distance de ce logement-là comparé à mon université? Quels sont les frais que j'aurai au niveau du déplacement, au niveau de l'alimentation et tout cela. Donc, j'ai pris tous ces renseignements-là déjà. En France, on a eu aussi une bourse complémentaire de 700 € pour l'achat d'un ordinateur, toujours pour ces 1 an. Nos frais d'université étaient gratuits, toujours dans la bourse. Les frais d'assurance étaient assurés par Campus France. Donc, j'avais qu'à payer le billet, avoir quelques économies pour pouvoir m'équiper pour la vie en France. Si je dois réellement comparer un peu
les études au Bénin, en Russie et en France. Je vais dire qu'au Bénin, nous sommes dans un système un peu de groupe. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire ce système de groupe où on se met devant le tableau, on fait des TD et on corrige les exercices ensemble. Ça, cela m'a manqué énormément en Russie. J'ai eu vraiment à me perdre à un moment donné. Et en France, c'est pareil, c'est-à-dire le travail de groupe, c'est beaucoup plus individuel là-bas. Donc, les gens se perdent. Et lorsque tu veux avoir des explications, les professeurs te demandent, OK, va chercher sur Internet, va regarder dans les livres. Or, chez nous au Bénin, on t'amène à réellement avoir un bon résultat. C'est-à-dire, soit on te prend un maître d'études, mais moi, je n'ai pas eu la chance, j'ai beaucoup plus fait dès que j'ai fait le travail de groupe, pour vous essayer de mettre vos connaissances ensemble et de pouvoir tirer les conclusions ensemble. Si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que quelqu'un d'autre viendra vous expliquer. Ceux qui vont en deuxième session, on va aider ceux qui ont eu la première session. Nous allons aider ceux qui sont allés en deuxième session. Donc, il y avait toujours ce travail de groupe qui m'a manqué énormément au niveau de la Russie et de la France. Et qu'est-ce que je souhaiterais ajouter aussi, c'est que pour ceux qui vont s'engager, qui n'ont pas encore eu le bac, et qui vont vouloir aller à l'extérieur ou avoir une bourse, je pense qu'on commence déjà par se préparer à partir de la troisième. Ça, c'est-à-dire, c'est comme ça que moi, j'ai conçu ça. Les cours de vacances, je ne les manquais pas. Parce que les vacances sont faites, certes, pour se reposer, mais tu ne peux pas laisser ton cerveau juste à l'air libre pour ne rien faire. C'est-à-dire, il faut toujours essayer de se cultiver, que tes neurones soient toujours en mouvement. Toi, toujours en train de brûler ces calories-là que tu manges tous les jours, tout ce que tu assimiles en nourriture ou en air ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'on a de nourriture pour le corps et pour l'esprit. Il faudrait qu'on commence par dépenser ça. Et les vacances sont faites pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir développer son leadership. J'ai fait aussi la Jeune Chambre internationale. J'ai commencé à Cotonou, mais je devais voyager, donc je n'ai pas pu intégrer à Cotonou, mais à Saint-Pétersbourg, je l'ai fait. En France, j'ai recherché aussi des groupes où il fallait que je m'intègre. Donc, ce qui veut dire qu'en tant qu'étudiant, il faut avoir plusieurs options. Pas uniquement si vous êtes professionnel de la comptabilité. Mais moi, j'ai fait la kinésithérapie, mais je me suis intéressée à l'histoire, je me suis intéressée à la danse, j'ai fait de la salsa, j'ai fait de la bachata, j'ai fait plein de trucs qui m'ont permis de pouvoir gérer le stress autant au Bénin, autant en Russie qu'en France. Parce que lorsque tu te concentres uniquement sur une seule chose, tu ne pourras pas décoller. Donc, c'est un peu mon apport par rapport à la question concernant la transition. Et je passe la parole alors à Dalis et à... Merci beaucoup, Mireille, pour ton intervention très riche. J'ai une petite question pour Armand parce que Mireille a abordé en détail un peu tous les éléments qui étaient dans sa bourse. Par rapport au Fulbright, Armand, peux-tu nous dire un peu quelles sont les charges qui sont couvertes et qu'est-ce qui n'était pas couvert en fait? Oui, la bourse Fulbright est assez complet, c'est vraiment assez complet. Je me souviens quand je venais ici, j'avais à peine $200 sur moi. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sous en poche et tout. Ouais, c'est assez complet, il couvre tout. Déjà quand bon, ils prennent en charge le billet d'avion, ouais, les frais de visa et tout, c'est tout là, ils aident pour ça. Bon, ils n'aident pas bien entendu à faire le passeport et autres, mais bon, les formalités et tout ça, ils prennent en compte. Là, souvent, quand on vient ici, il y a une séance d'intégration. En fait, j'ai oublié un peu le thème qu'ils utilisent. Mais c'est juste pour assurer la transition, en fait, où pendant, moi, j'ai eu 2 ou 3 semaines où ils nous ont expliqué un peu les différences fondamentales qu'il y a entre enfin, les différences fondamentales du système américain, en fait. Ouais, le système éducatif. Ils nous ont parlé aussi de la société américaine,
tout ça. On a fait un peu l'anglais, tout ça. Donc, c'était une transition assez organisée quand même, vraiment, vraiment organisée. On était hébergés, nourris et tout ça, donc c'était assez agréable. Maintenant, quand tout ça est fini, bon, chacun rejoint son campus. Et là, il y a une pension alimentaire mensuelle. Bon, le montant dépend en fait du coût de vie de la ville où on se trouve. Bon. Si quelqu'un se trouve par exemple sur les côtes, soit à New York ou en Californie, bon, a priori, leur pension alimentaire sera plus élevée quoi, que quand quelqu'un se trouve à l'intérieur du pays, bon, en général. Bon, mais la pension alimentaire c'est pas nécessairement comme un gros salaire que vous recevez, bien entendu. Ouais, bon. Mais ça couvre quand même le nécessaire, ça vous permet de couvrir les frais de logement, d'assurance. Ils prennent en charge les frais de scolarité, ce qui est énorme. Ouais, en France CFA, c'est des millions, des millions par semestre. Ouais, et quand on dit le semestre dans le système américain, je crois que c'est à peine 3 mois ou quelque chose comme ça pratiquement. Ouais. Bon, c'est ce que je puis dire pour... Superbe, Armand. Et à part le Fulbright, parce qu'on a souligné comment c'est sélectif en fait, quelles sont d'autres opportunités de bourse, que ce soit aux États-Unis ou vers l'Occident, et que tu peux conseiller aux nouveaux bacheliers béninois ou à ceux qui étudient déjà et qui veulent changer un peu d'horizon? Bon, enfin, je crois qu'au Bénin, nous avons quand même la chance d'être super doués. Ouais, c'est quand on sort du système qu'on s'en rend compte. Quand vous voyez un peu les conditions dans lesquelles nous étudions, tout ça, vous voyez, on étudie, beaucoup étudient sans avoir même des livres et tout ça, vous voyez un peu, on s'en sort quand même. Donc, nous avons cette faculté mentale-là, qu'on peut, intellectuelle et tout, qu'on peut valoriser. Bon, maintenant, une chose qui nous contraint un peu, en fait, c'est l'information. Donc, c'est dans ce sens vraiment que nous avons eu l'idée d'organiser cette séance sur ce qu'il y a de disponible à l'extérieur. Bon, dans mon cas, je dirais surtout dans le monde anglophone, ceux qui parlent anglais, plutôt que le français. Je dirais donc, Fulbright n'est pas la seule opportunité disponible. Déjà, vous pouvez directement soumettre vos dossiers d'admission aux universités, un peu comme Léonidas l'a fait. Bon, c'est un processus compétitif, donc on vous évalue en fait sur vos mérites. Bon, il y a aussi un aspect de financement, tout ça. Sur le département de financement, tout ça, bon. Et que vous êtes sélectionné. Là, bon, ça ira pour vous. À part cela, donc j'ai parlé de soumission directe de dossier. Si vous avez la chance de passer par c'est pas une école comme enfin, au Bénin, nous avons l'école de African School of Economics. C'est vraiment une institution fabuleuse. J'ai pas eu la chance d'aller là, mais ma jeune sœur a fréquenté à l'African School of Economics. Donc, il facilite en fait non seulement le curriculum qui est enseigné déjà sur place au Bénin, c'est le même que celui qui est enseigné aux États-Unis. Ouais, donc, la qualité de l'enseignement est vraiment superbe. Mais également, le co-enseignant et l'institution facilite en fait l'insertion dans les institutions de ce côté-ci. Bon, à part ça, je crois que la plupart des pays quand même ont leur système en place, leur système de bourse, tout ça en place. Nous avons posté un lien, un petit article sur notre site. Je ne sais pas si Dalis pourrait partager peut-être le lien. Bon, je me souviens plus trop là. Ok, c'est déjà là, voilà. Dans le chat là, le chat room là. Donc ça mentionne en fait quelques opportunités. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Bon, bah moi, depuis mon
depuis la classe de 6e, j'ai été vraiment fan de l'anglais. Donc, depuis ce temps, je m'étais mis en tête que bon, si je dois aller étudier à l'extérieur, ce serait dans un pays anglophone, ouais, un peu. Donc, j'ai vraiment pris le temps de me préparer. Je pense que en tant que Béninois, nous avons beaucoup de choses à faire valoir, quoi. Ouais, c'est pas seulement dans le monde francophone. Enfin, j'ai rien contre le monde francophone, mais je me dis quand même, on peut diversifier, quoi. Ouais, on peut aussi explorer les opportunités du côté anglophone aussi. Merci beaucoup, Armand. Et question pour Léo au Canada. Léonidas, selon les spécialisations, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des disciplines qui sont mieux indiquées pour certains pays? Oui, merci Dalis. J'aimerais d'abord commencer, compléter un peu ce que Armand a dit en disant que au Canada, par exemple, je sais qu'il y a certaines bourses qui sont quand même disponibles. Je pense que techniquement, le lien que Dalis a posté, peut-être que ces genres de bourses-là au Canada sont également sur la liste. Je sais par exemple que la bourse Vanier est une bourse qui est quand même très, très cotée et qui donne approximativement des fois entre 60 000 et 70 000 dollars canadiens à ceux qui l'ont pour étudier. Et ça, je peux vous assurer que ça, c'est le salaire de quelqu'un qui travaille dans certaines entreprises. Avec ça, vous pouvez étudier vraiment sans avoir de soucis financiers et vraiment poursuivre vos études. Fait qu'il y a la bourse Vanier qui est très cotée également. Il y a également une bourse qui s'appelle la bourse Trudeau, qui a été nommé par le père du premier ministre actuel, qui est Pierre Elliott Trudeau, en fait, qui a été premier ministre également. Ils ont une fondation qui octroie également des bourses aux étudiants qui peuvent étudier ici. Il y a également la bourse Benting, qui est beaucoup plus une bourse postdoctorale, qui est utilisée également, qui est quand même très cotée aussi, et qui soutient ces gens qui font des études postdoctorales à faire des bourses, à étudier, mais également à proposer des solutions pour aider le gouvernement canadien par rapport à beaucoup de secteurs. Pour revenir à ta question, Dalis, actuellement, Montréal, moi je vis actuellement à Montréal, Montréal est connu comme une place tournante de tout ce qui est technologie, en ce sens que tout ce qui est intelligence artificielle, deep learning, automatisation, tout ça, c'est vraiment très axé à Montréal actuellement. Fait que c'est des spécialités dans lesquelles, si vous êtes curieux, si vous voulez étudier, vous avez beaucoup de potentialités et beaucoup d'opportunités pour étudier. C'est clair, le domaine dans lequel j'ai étudié de base, c'est-à-dire le domaine de la comptabilité, de finance, de l'expertise comptable, c'est également un domaine coté, mais c'est sûr que moi, je conseillerais quelqu'un qui a envie de venir en Amérique du Nord, premièrement, à aimer l'anglais, parce que moi, j'ai beau dire que je suis à Montréal, il y a une erreur que beaucoup de gens font. Ils croient que parce qu'on dit à Montréal, il faut juste parler français. C'est sûr que oui, si tu parles juste français, tu peux également te retrouver. Mais ton potentiel d'employabilité est décuplé par 3 à 4 si tu parles également les deux langues. Et Montréal est une vraie ville bilingue. Et les employeurs ici, par exemple, mettent beaucoup l'accent sur le fait que si tu es bilingue, ton potentiel de travailler dans leur entreprise est décuplé et ils te gardent, ils te chérissent vraiment, comparé à des gens qui ne parlent que français. Et ce qui est bien ici, les entreprises, même si tu ne parles que français dans le fond, ils t'obligent à prendre des cours d'anglais pour être vraiment bilingue parce qu'ils veulent ne pas te perdre. Parce qu'actuellement, on traverse une crise de ressources actuellement au Canada où tous ceux qui sont étudiants techniquement, quand ils finissent et s'ils ont vraiment envie de travailler, les employeurs, des fois, viennent sur les campus les chercher directement pour leur offrir des possibilités de vraiment étudier, mais en même temps de travailler pour avoir cette expérience. Et la majeure partie, moi, je connais beaucoup d'étudiants, en fait, ici, béninois, qui avaient comme projet de repartir au Bénin quand ils ont fini leurs études, mais les entreprises les ont convaincus de rester parce qu'ils leur offraient beaucoup d'opportunités pour rester, quitte à être naturalisés directement, même un an, des fois même avant la fin de leurs études. Fait que les domaines de l'intelligence artificielle, les domaines de technologie de pointe sont des domaines qui sont très, très prisés actuellement à Montréal. Et puis même Google et puis eBay ainsi qu'Amazon sont en train d'installer en fait des hubs actuellement à Montréal, compte tenu de la qualité de l'éducation en matière de cette technologie-là ici. Merci. Merci beaucoup à toi, Léo. La même question pour Mireille. Et aussi, tu peux compléter en disant s'il y a certains domaines pour lesquels il vaut mieux rester en fait au Bénin.
Oui, je pense qu'actuellement, avec la crise du Covid, si on a des spécialités au Bénin, il vaudrait mieux rester parce que vous allez dépenser plus d'énergie, plus de temps à chercher à aller à l'extérieur pour ce que vous pouvez obtenir dans la sous-région. Et est-ce que déjà, en allant à l'extérieur, vous allez obtenir les mêmes conditions de travail que vous aurez après au Bénin? C'est ce qui décourage pour la plupart des gens. Lorsqu'ils vont en France, ils vont aux États-Unis, ils vont au Canada, ils sont tellement bien chéris qu'ils voient, bon, les routes sont là, on a l'Internet, le Wi-Fi, on a l'eau chaude, on a l'eau à tout moment, l'électricité. De sorte qu'on ne veut plus revenir au Bénin pour continuer à le développer. Oh, on a nos parents là-bas. On se plaint chaque fois. Mais regardez juste la crise du Covid, la façon dont l'Afrique s'en est sortie. On s'en est sorti mieux que ces pays-là, où chaque Béninois, pour la plupart, a sa moto, à sa maison ou à sa voiture. Donc, actuellement, avec la crise du Covid, la plupart des domaines seront restreints ou même disparaîtront avec l'Internet. Donc, si vous pouvez prendre des cours à distance, j'aurais conseillé que la plupart des jeunes essaient peut-être pour faire des stages bien précis, ils vont à l'extérieur. Mais s'il y a des formations qui se font dans la sous-région, prenez le temps de pouvoir étudier là et après de tenir des conditions endogènes du Bénin pour venir travailler. Rester dans le pays d'autrui, ça ne va pas nous avantager. Ça ne va pas nous avantager. On l'a constaté avec la plupart des étrangers. Lorsque tu es malade du Covid, si ton assurance ne te couvre pas et comprend un Canadien naturalisé ou un Canadien autochtone, on ne va pas faire, c'est-à-dire, même les yeux fermés, ils vont prendre autochtone. Parce que toi, tu es juste un étranger. C'est pareil aux États-Unis. C'est pareil en Russie. Donc, au Bénin, regardez la façon dont même notre président l'a fait. Pour les Béninois, l'hôtel était gratuit. Pour les étrangers, c'était payant. Donc, pensez un peu à ça. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que le Bénin deviendra? On aura certes un passeport étranger, on sera naturalisé étranger, mais on portera toujours notre nom du Bénin. On aura toujours notre acte de naissance du Bénin. Donc, réfléchissons un peu par rapport à ça. Et pour répondre maintenant à la question, selon les destinations, quelles sont les spécialités, comme je l'ai dit, en Afrique, particulièrement chez nous au Bénin, l'école de kinésithérapie, on en avait besoin parce que on a de ces cas-là. On a de ces cas qui demandent à ce que des kinésithérapeutes interviennent. Des ostéopathes, on n'en a pas besoin. Parce que déjà, on a déjà nos plantes qui nous aident dans certaines choses. Même le Vitago, le 5 Vitago, les gens se soulagent. Donc, pour aller voir un kinésithérapeute, c'est des gens qui sont un peu évolués ou qui ont des problèmes qui ne sont pas gérés par ces trucs-là ou par les tchakalokia d'Assa. C'est après ceux-là qui vont demander l'aide d'un kinésithérapeute. Donc, là, en fonction des pays, chaque pays développe ses spécialités. En France, là où moi j'ai vu que on a de ces spécialités où c'est surtout les sciences humaines qui sont beaucoup plus vraiment, où ils obtiennent des bourses le plus rapidement possible. Tout ce qui est histoire, tout ce qui est sociologie, ils adorent ça. Ils adorent ça parce que ça améliore leur société. C'est là-dessus que la plupart des chercheurs se basent. Ils invitent des chercheurs de par le monde pour pouvoir faire des conférences. Les écoles d'ingénierie et tout le reste, pour y accéder, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc, même l'école de Grenoble, des statisticiens, Saint-Étienne, tout ça, je pense que c'est un peu difficile si tu n'as pas une bourse. Et ça, on doit remercier Odon Valley qui essaie d'orienter la plupart des meilleurs du Bénin en France et aussi d'encourager ceux qui sont encore au pays avec l'ouverture des bibliothèques et tout le reste. En Russie, eux, ils optent beaucoup plus pour un système d'ingénierie. Chez eux, tu finis avec 5 ans. Lorsque tu t'arrêtes à 3 ans, les gens ne sont pas satisfaits. Et on les encourage aussi à aller au niveau du doctorat parce que les bourses couvrent cela. Et aussi, c'est un peu la mode, quoi. C'est ce dont les Russes ont besoin. Mais non, si c'est un accord entre le Bénin et la Russie,
on vous propose de revenir au pays après. À vous de choisir si vous avez une obligation ou autre. Au niveau de toujours de l'école de kinésithérapie, il y a cette option pour certains camarades qui postulent pour des bourses pour le master, pour revenir après enseigner au niveau de l'école de kinésithérapie et des maîtres de stage au niveau du CNHU. Donc, ils vont au niveau master, puis au niveau doctorat. Mais ça pose le problème de ne pas rester au niveau d'un employeur bien précis en Europe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dès que vous finissez votre formation, vous revenez au Bénin pour payer votre dette. Payer votre dette en quoi? En année de travail, parce que vous avez déjà signé un contrat avec un notaire avant votre départ. Donc, parfois, il y a ce piège-là où si vous avez un conjoint ou si vous êtes de la famille ou une offre vraiment alléchante à l'extérieur, vous ne pourrez pas réaliser cela. Vous êtes obligé de revenir au pays, servir pendant des années et après seulement l'école de stage. Il y a certains camarades qui sont vraiment aigris dans ce domaine-là actuellement. En France, comme je l'ai dit, les sciences humaines, rapidement, les gens s'obtiennent certaines bourses là-dedans. Autre que ça, beaucoup d'étrangers vont en France toujours pour profiter de leur système parce que l'enseignement là-bas et surtout les études sont, comment vais-je dire, permettent aux gens de pouvoir étudier un peu gratuitement en quelque sorte. La France, il y a de cela 2 ou 3 ans, la plupart des études étaient gratuites, sauf dans les grosses écoles ou les écoles supérieures comme HESS, je pense, si je me trompe, et l'ENS et autres. Donc, là, la plupart des étrangers viennent, étudient, mais après repartent. C'est comme chez les Chinois, eux, ils viennent, ils étudient, ils repartent. Donc, ce que moi, j'aurais conseillé actuellement, c'est-à-dire, prenons des domaines qui sont vraiment importants pour le Bénin, réfléchissons, faisons le nombre d'années qu'on doit faire à l'extérieur et revenons après servir le Bénin. Parce que ça, nous en avons besoin. Les collaborateurs extérieurs, Talon en avait parlé, mais est-ce que réellement l'Assemblée a accepté? Non. Donc, c'est à nous de pouvoir continuer dans notre domaine et faire du privé, faire de l'entrepreneuriat, ne pas attendre nécessairement le gouvernement. Donc, faire des spécialités qui nous avantagent en fonction de là où on se trouve. Ok, merci. Merci Mireille pour ce partage ou ces échanges. Je vais m'adresser maintenant à Freddy et puis à Armand pour réorienter le débat sur le point de vue étatique. On parle du Bénin puisque le think tank est orienté sur le Bénin. Quel est l'avantage pour le pays lorsque certains citoyens vont poursuivre leurs études à l'extérieur? Armand pour la réponse et ensuite Freddy. Oui, merci pour la question. Je crois que grosso modo, je vois deux gros avantages. Le premier, en fait, c'est l'investissement en capital humain. Ouais. Et en termes de développement, quand vous voyez le développement d'un pays, les ressources humaines, je peux dire, à mon avis quand même, c'est l'atout le plus important. Ouais, c'est les hommes qui sont à même de comprendre en fait le milieu local, quels sont les problèmes qu'on a, tout ça. Et quelles solutions sont adaptées qu'on peut apporter à ces solutions, à ces problèmes-là pour aller de l'avant. Donc, pouvoir investir massivement dans le capital humain, c'est fondamental. Maintenant, nous avons une situation là où, bon, dans certains domaines quand même, il faut avouer qu'aujourd'hui, nos pays, un peu comme le Bénin, se trouvent à la traîne, ouais, dans certains domaines quand même. Donc, on peut de façon stratégique aller acquérir ces expertises, toujours dans la dynamique de servir le
le pays. Ouais, donc, madame, la bourse Fulbright dont nous avons parlé en long et en large s'inscrit entièrement dans cette dynamique-là, où c'est, comme je l'avais expliqué, le Bénin dit au gouvernement américain, j'ai besoin d'expertise dans ces domaines-ci. Ouais, un peu. Et c'est dans ces domaines précis-là que le gouvernement américain octroie des financements, en fait, pour la formation. Donc, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je dirais, c'est l'aspect culturel. Parce que ouais, chaque culture, enfin, chaque pays a sa façon de voir la vie, de voir les choses et tout ça. Ouais. Donc, ça enrichit énormément. Lorsqu'on a la chance de sortir de nos quatre coins, là, d'aller ailleurs voir en fait ce que les autres font. Bon, c'est là qu'on se rend quand même compte que, un peu comme Mireille le disait plus tôt, ouais, l'Occident aussi, c'est réalité. Même si vous allez en Chine, vous savez, ils ont leur réalité. Vous allez en Amérique latine, ils ont leur réalité. Donc, ça ouvre les yeux, tant sur les avantages que les inconvénients, quoi. Ouais, mais on peut dire les points forts et les points faibles que chaque partie du monde a. Et comment est-ce que, en tant qu'ambassadeur du Bénin, nous pouvons, en fait, apprendre de ces choses-là, puiser de ces ressources et nous en inspirer pour en fait réfléchir à un modèle de développement qui est vraiment approprié au Bénin, à nos problèmes. Grosso modo, c'est dans cette dynamique-là que je vois en fait les opportunités de sortie du pays pour aller étudier. D'accord, merci. Freddy, Oui. est-ce que tu peux nous apporter ton point de vue sur cette question? Oui, je te remercie. Déjà, moi, je pense que, comme vient de le dire Amand, le fait d'aller étudier à l'extérieur, ça a ses bénéfices, ça a d'énormes avantages. Parce que moi, pour ma petite expérience, je pense que le fait de venir étudier en France m'a permis de voir les choses, de voir certaines choses autrement. Je dirais que voilà, quand on est au Bénin, en fait, quand on est dans un pays, on vit la réalité du pays, on vit en fait les expériences du pays et on réfléchit un peu comme on réfléchit en fait. Moi, je pense qu'on réfléchit en fait par rapport à son environnement quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es au Bénin, tu ne peux pas réfléchir par rapport à certaines choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas pu entendre ou que tu n'as pas eu l'occasion de, voilà, de vivre. L'expérience d'aller étudier à l'extérieur est bénéfique tout simplement parce que ce soit pour une formation ou que ce soit pour un stage, on acquiert un nouveau savoir-faire ou une expérience enrichissante tout simplement parce qu'on entre en contact avec une autre civilisation ou d'autres mœurs, si je peux me le permettre. Et entrer en contact avec des personnes en fait, qui ne viennent pas nécessairement de notre environnement d'origine est quelque chose de peu comme formateur parce que ça vous apprend à réfléchir autrement, à revoir votre façon de penser, à revoir en fait votre façon d'imaginer les choses, à ne pas vous dire que en fait votre seule égalité d'où vous venez en fait est la seule qui vaille. En fait, moi je pense que étudier à l'extérieur, non seulement pour vous, mais pour le Bénin, parce qu'il s'agit de voir en termes de potentialité ce que ça peut apporter au pays. Ça peut beaucoup apporter tout simplement parce que quelqu'un qui va étudier en France, aux États-Unis, au Canada, a une expérience, a une double expérience, parce que s'il a eu l'opportunité d'étudier au Bénin et d'étudier à l'extérieur, il aura une double en fait, culture, pour ne pas dire triple, s'il a étudié dans plusieurs pays. Et en fait, ça passera en fait par sa réflexion par rapport à certaines situations. Par exemple, je prends juste un exemple. On met
quelqu'un qui a étudié au Bénin, ensuite aux États-Unis ou en France, si on le met à un poste, que ce soit stratégie ou que ce soit un poste d'adjoint, il aura plus tendance à réfléchir par rapport à certaines choses que forcément son supérieur n'aurait pas, enfin, par rapport à certaines choses auxquelles son supérieur n'aurait pas pensé. Donc, en termes de capital humain, comme le disait Armand, c'est vraiment important que les gens viennent étudier ou les gens vont, ou du moins aillent étudier à l'extérieur parce que simplement ça apporte quelque chose de plus, ça apporte non seulement de la valeur ajoutée, mais ça apporte en termes de connaissances quelque chose de plus au pays. Si on prend l'exemple en fait de la Chine, même des États-Unis et de tous les pays du monde, en fait, eux tous envoient en fait les étudiants à l'extérieur pour acquérir d'autres expériences. C'est important d'acquérir d'autres expériences autres que celles de son environnement d'origine. Donc, en fait, ça permet en fait une sorte d'ouverture d'esprit par rapport à d'autres civilisations et à d'autres idées, à ouvrir en fait également la possibilité d'avoir un esprit plus tourné vers l'imagination autre que celui qu'on a l'habitude de faire. Donc, moi, pour ma part, c'est ce que je pense. Je vous remercie. Luc, Oui, Armand. je voudrais compléter un peu ce qu'il a dit là. Il y a un aspect crucial qui est que quand on sort de son milieu naturel, ce qu'on apprend, ce n'est pas nécessairement dans le sens de, comment on dit, de ce que nous n'avons pas chez nous, ouais. Mais souvent, on se rend compte en fait de certaines choses qui ont de la valeur chez nous, c'est ça. On négligeait. Ouais. Donc, il y a vraiment cette expérience-là où, enfin, on est désillusionné par rapport à certains aspects du monde qui nous est projeté. Parce que quand on est au Bénin, bon, on voit l'Occident essentiellement à travers les écrans. On ne se rend pas compte nécessairement qu'il y a beaucoup de misère, de pauvreté. Même aux États-Unis, il y a des gens qui dorment dans la rue, ils n'ont pas de toit. Vous avez des problèmes de santé énormes, l'obésité, toutes sortes de maladies. Et tout. C'est vraiment un choc de culture, où on prend des choses, mais également on est amené à réfléchir de façon critique sur notre propre environnement et comment préserver cela et revaloriser ces choses-là. Je voudrais dire, le but de cette séance, ce n'est pas nécessairement de mettre dans la tête de nos jeunes qu'il faut absolument sortir du Bénin pour être heureux. Ça, c'est très, très important. Je crois qu'on aura la chance de faire cela. Merci pour ce rappel, Armand. Mireille, il a dit tout à l'heure également qu'il faut, lorsqu'on on a un projet d'étude, voir si au Bénin, on a les opportunités ou dans la sous-région. Mais voilà, étudier à l'extérieur apporte certainement beaucoup de choses pour les individus. Maintenant, pour ce qui est des États, et c'est pour ça que je vais adresser ma prochaine question à Léonidas, quelle est l'adéquation entre les formations auxquelles on souscrit à l'extérieur, des connaissances qu'on va acquérir à des coûts faramineux, quelle est l'adéquation entre ces besoins, entre cette offre de formation et les besoins que l'économie béninoise, je veux dire les besoins de l'économie béninoise. Est-ce qu'il y a une adéquation entre ces deux volets? Ben, écoute, merci Luc. Merci pour ta question. Elle est assez pertinente, ta question. J'aimerais juste revenir sur ce que Armand a dit tantôt. C'est vrai, l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, ce n'est forcément pas de mettre dans la tête de nos jeunes frères qu'il faut forcément qu'on sorte du pays pour être heureux dans la vie ou qu'on sorte du pays pour se réaliser. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que grâce à Internet, il y a plein de choses, plein de ressources qui sont disponibles qu'on peut exploiter même si on est au Bénin pour développer le pays. Un autre point avant d'aborder ta question, si tu me le permets également, je vais ajouter à ce que Armand et puis mon collègue a dit aussi en disant, tu sais, l'avantage quand on étudie en Amérique du Nord ou en Europe, c'est que on est dans un melting pot où on a des collègues qui viennent de l'Asie, des collègues qui viennent d'autres pays, et on forme des liens d'amitié avec ces personnes-là.
Et moi, personnellement, dans mon cursus, je me suis rendu compte que ces personnes avec qui j'ai des liens d'amitié, c'est des gens qui appartiennent à des familles aisées qui ont des entreprises dans leur pays. Et ces entreprises-là, dans le fond, cherchent toujours des pays dans lesquels ils peuvent investir pour se développer. Et ces liens d'amitié sont des liens qu'on peut utiliser pour développer également nos pays. Parce que la manière dont on se comporte avec ces gens-là, on forme des liens d'amitié. Et ce qui est bien, c'est que techniquement, dans le monde des affaires aujourd'hui, on a beau avoir de la compétence, mais c'est les soft skills qu'on développe avec les gens qui permettent en fait de se faire confiance et d'investir. Alors, je peux vous assurer que ces personnes-là, quand on développe de bons liens avec eux et qu'on leur parle de nos pays, il y en a qui sont ouverts au fait à penser dans leur plan de développement, d'extension au niveau de leurs entreprises, de penser à nos pays. J'ai l'exemple des Ghanéens qui le font bien, j'ai l'exemple de certains Sénégalais ainsi que certains Rwandais, Botswanais qui, par le biais de ces études, permettent à ces pays-là, en fait, de découvrir leur pays et de mieux positionner leur pays par rapport à ça. Et c'est un point que je voulais aborder. Maintenant, par rapport à la déclaration de l'offre d'études, au fait, aujourd'hui, dans le domaine des technologies, moi, je pense qu'on a des têtes fêlées au Bénin où on devrait exploiter tout ce qui est offre d'études en matière de technologie pour développer le Bénin et peut-être positionner le Bénin comme un petit Taïwan ou un petit Singapour pour notre Afrique occidentale. Le domaine agricole. Armand, tu es un professionnel dans le domaine. La vallée de l'Ouémé, on voit tout le potentiel fluvial qu'on a dans notre pays-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce domaine-là et il y a plein d'études qui peuvent être faites pour développer en fait ce volet de l'agriculture-là, pour permettre à notre pays d'avoir une certaine autosuffisance alimentaire et de faire de la transformation agroalimentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font actuellement sur place au Bénin par rapport à cette transformation alimentaire-là, mais il y a encore beaucoup de potentiel qu'on peut utiliser par rapport à ça. Fait qu'il y a deux points sur lesquels j'ai mis l'emphase, c'est le volet des technologies de l'information. Ici, au niveau du think tank, on fait déjà beaucoup par rapport au e-learning, par rapport à beaucoup de choses, mais également au niveau agroalimentaire, c'est beaucoup de choses qu'on peut exploiter au niveau des études pour dupliquer et répliquer ces modèles-là dans nos pays. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de ta question. Oui, tu as fait le tour de la question. Tu as abordé également d'autres sujets et comme on peut le voir, il y a plein de petits sujets qui sont liés au sujet de l'immigration pour les études, Ouais. les soft skills qu'on pourrait développer pour attirer des idées au Bénin, investissement direct étranger, excusez-moi, et beaucoup d'autres aspects qui sont importants. On ne pourra malheureusement pas tout développer aujourd'hui. La dernière question que je voulais poser avant d'ouvrir je vais dire la phase des questions-réponses avec d'autres membres qui sont pas dans le panel forcément, c'est que doit faire l'État béninois aujourd'hui pour favoriser les retours des compétences au Bénin. On sait qu'il y a eu l'exemple des, je vais dire, des Chinois où voilà, une vraie politique a été mise en place pour amener les gens à rentrer, mettre leurs compétences au service du Bénin. Qu'est-ce que l'État peut faire? Cette question, je l'adresse à Armand et puis à Mireille pour nous donner leur avis sur la question. Oui, merci Luc. Je crois que c'est une question fondamentale. Je prends le risque de dire que la plupart de ceux qui sortent du Bénin, en fait, développent un sens patriotique encore plus aigu que lorsqu'ils étaient au pays. Et du manière ou d'une autre, tout le monde rêve de pouvoir contribuer, ouais, que ce soit de façon directe ou indirecte, au développement du pays. Ouais. Donc, c'est vraiment une question fondamentale. Et quand on voit aussi l'expérience d'autres pays, on a beaucoup cité la Chine. C'est très, très important que l'État s'assure que ouais, le capital humain dans lequel on a investi sur fonds publics, la plupart d'entre nous, on a fait les bancs au pays quand même, ouais, et à des coûts ridicules quand on compare ce qui se passe en Occident, des coûts vraiment ridicules. Donc en fait, le pays investit en nous.
voyez. Donc, ce n'est pas vraiment dans l'avantage du Bénin qu'au bout du rouleau, on sorte pour aller servir d'autres pays. En termes simples, c'est ça en fait. Même quand on sort, on va étudier et tout. Le pays doit faire de son mieux pour assurer qu'on retourne, qu'on serve. Bon, maintenant, cela dit, il y a quand même des réalités, vous voyez, parce que bon, nous sommes appelés quand même à fonder nos familles, enfin, pour la plupart, vous voyez, on doit avoir une carrière professionnelle et tout ça. Et lorsqu'on se retrouve à beaucoup étudier, on ne voit pas nécessairement beaucoup d'opportunités qui sont disponibles sur le plan local, ouais, pour revaloriser toutes ces compétences-là. Donc, c'est en cela que à la fois l'État et les individus doivent vraiment réfléchir. Je sais que récemment, il y a eu une loi qui va dans le sens de l'insertion automatique des boursiers à l'extérieur. Encore faudrait-il que cela soit opérationnalisé. Oui. Parce que c'est vraiment une réalité. D'abord, quand on sort du pays, on subit un choc culturel où on est obligé de se déconstruire, ouais, pour s'immerger dans le nouvel environnement. Ouais. C'est pas facile. Et quand on retourne au pays, c'est le processus inverse. C'est le processus inverse, en fait. Ouais. Enfin, chaque fois qu'on est en vacances, on se rend compte de cela. Ouais. C'est comme si on est étranger dans son propre pays. Ouais, un peu. Encore là, bon, si un cadre peut être mis en place de telle sorte que quand on retourne, ouais, on ne va pas encore se retrouver à soumettre des milliers de CV à gauche, à droite, juste pour avoir un petit boulot à gauche ou ouais, quelque part là, c'est vraiment ça. Parce qu'on a quand même besoin de peu de moyens pour subvenir aux besoins. Ouais. Quand on sort du pays, bon, on s'habitue à c'est des conforts. Donc, retourner au Bénin et ne pas nécessairement avoir tout. Bon, ce n'est pas nécessairement tous ces conforts, mais quand même un minimum. Si l'État peut réfléchir dans ce sens-là, il va mettre en place un cadre qui valorise vraiment ceux qui sont sortis du pays, qui ont acquis des compétences et mettre cela au service du pays. Donc, je serais... D'accord. Ok, si je dois compléter un peu ce que Armand a dit, moi je dirais que si nous devons revenir, ne pensons pas nécessairement à rester dans les deux. Ne pensons pas nécessairement à rester dans les deux pays au niveau de l'État. Ce que nous devons acquérir actuellement, c'est entreprendre, c'est être des privés. On a les aptitudes d'un leader, on peut diriger une entreprise et l'État va demander à ce qu'on intervienne avec des appels d'offres. Ils vont courir derrière nous, supplier pour qu'on puisse travailler. Donc, je vous en prie, si vous n'êtes pas en train d'intervenir, veuillez muter votre téléphone. Ok, donc en complétant, je dirais plutôt que nous ne devons pas attendre le gouvernement. Si on veut avoir un certain confort, on se prépare soi-même à pouvoir s'en sortir. Parce qu'on sera toujours déçu du fait de la bureaucratie et tout ce que le Bénin va nous offrir. Comme je le disais, il faut qu'on entre dans l'entrepreneuriat. Certes, on n'a pas été formé au Bénin, mais on a beaucoup d'entrepreneurs et la plupart des gens qui s'en sortent, ce n'est pas en étant un employé de quelqu'un, c'est en étant à son propre compte. Expert comptable, vous pouvez ouvrir des cabinets. On va œuvrer bientôt pour que les experts comptables américains, canadiens, russes et autres soient intégrés dans l'ordre des experts comptables du Bénin. Ceux qui vont faire aussi d'autres spécialités qui sont assez restreintes peuvent ouvrir leur cabinet aussi et intervenir. Et là, parallèlement à l'État, ils seront indépendants. Ils pourront faire des suggestions, faire leur aller-retour, aller à des conférences, aller à des congrès avec leurs propres moyens, ne pas attendre nécessairement le gouvernement et après
commencez pas à se plaindre. Ah, on m'a pas envoyé, on a envoyé mon cousin qui n'a même pas les mêmes capacités que moi, le même potentiel que moi. Donc, je pense que l'État pourra mettre à notre disposition un État, c'est-à-dire, je ne vais pas parler d'État, mais les dispositions pour que l'entrepreneuriat soit vraiment ouvert à tout le monde et qu'il n'y ait pas vraiment de restrictions. Le reste, on le fera nous-mêmes. Les routes, tout ça, au fur et à mesure, ça se développe déjà. Le Bénin, actuellement, ceux qui étaient là-bas il y a de cela 5 ou 6 se rendent là-bas actuellement. Vous allez voir que tout est disponible. Ce n'est plus le même Bénin. Et des gens, même, je parie qu'après être resté dans un truc de 4 mètres carrés en France, aux États-Unis, vont vouloir rentrer au Bénin, rester sur des hectares. Et tu te sens à l'aise. Donc, je vais conseiller réellement à ce que ceux qui ont des mains de marches longues au niveau du gouvernement, qui puissent suggérer à ce qu'il ait un environnement vraiment favorable à ce qu'on puisse entreprendre, à ce que les étudiants béninois à l'étranger puissent entreprendre de façon favorable et qu'on puisse vraiment coopérer avec eux. Qu'on ne coopère pas toujours avec les mêmes personnes. OK, merci. OK, merci Mireille pour ton intervention. Nous avançons petit à petit vers la fin de ce webinaire, mais avant, bonsoir. On va ouvrir la partie des questions-réponses. Dalis, je te laisse la main. OK, merci beaucoup, Spéro. En fait, au fur et à mesure que les intervenants parlaient, il y avait déjà une série de questions qui étaient posées au niveau du chat, en fait, et qu'on adressait au fur et à mesure. Donc, au lieu de passer maintenant à des questions, ou avant de passer à d'autres questions additionnelles, on a quand même une liste très riche de participants. Je veux donner brièvement la parole à certains individus pendant 2 minutes pour qu'ils partagent quelque chose avec nous selon leur expérience et tout, en fait. Donc, la première personne que je vais inviter, c'est Caroline Selidji Tossou, qui avait fait l'African School of Economics au Bénin et qui est une jeune fille très brillante qui est récemment passée aux États-Unis étudier dans le Wisconsin. Caroline, si tu es connectée, tu veux te démuter puis partager quelque chose avec l'audience. Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ok, donc moi c'est Caroline Tossou, je suis aussi béninoise. Et avant de venir aux États-Unis ici, j'ai fait un master à l'African School of Economics. Et c'est suite à ça que j'ai postulé de moi-même dans plusieurs universités aux États-Unis ici. Et avec le soutien du professeur Léonard Wanchekon, qui est le fondé de l'African School of Economics et qui est également professeur d'économie politique à Princeton, aux États-Unis ici. Avec son soutien, à travers les lettres de recommandation et tout ça, j'ai eu des admissions aux États-Unis ici. Et finalement, j'ai choisi de venir à Wisconsin, où je suis en train de faire mon PhD actuellement. Donc, je viens de passer en 2e année. C'est un peu ça. Donc, j'ai eu en fait une bourse complète. La bourse complète, ça couvre la scolarité. Je reçois une allocation mensuelle. Ça couvre les dépenses médicales, l'assurance et tout ça. Voilà. Mais dans le processus pour venir ici, la bourse n'a pas couvert les frais de déplacement, par exemple. Les frais de visa et tout ça, c'est moi-même qui ai couvert toutes ces charges-là. Voilà. Merci beaucoup à toi, Caroline, pour ton intervention et ton partage. Je voudrais inviter, il y a une tata qui est très chère à nous. Elle est une béninoise très dynamique. Elle travaille
avec l'UNICEF en Suisse. Tata Ima Alofa, est-ce que vous avez quelques conseils pour les jeunes qui sont connectés? Oui, merci. Je voudrais surtout recommander aux jeunes de se préparer bien avant parce que ce n'est pas après le bac qu'on commence à courir pour chercher les opportunités. Et Mireille l'a mentionné tout à l'heure, à partir de la classe de 3e déjà, il faut savoir ce qu'on a envie de faire, où on veut le faire et commencer à se préparer. Je connais des étudiants qui sont entrés dans des universités à l'étranger pour faire des études de médecine, par exemple, et qui se sont retrouvés avec d'autres étudiants qui, en fait, savaient depuis la classe de 6e qu'ils voulaient entrer en médecine. Et donc, chaque année, ils suivaient des cours de vacances, ils suivaient des cours en prépa, ils allaient faire des stages bénévoles dans des structures sanitaires pour se familiariser avec le métier qu'ils avaient envie de choisir. Et donc, des personnes de ce genre en première année ne seront pas du tout dépaysées et sauront vraiment aller droit au but. Donc, ça vous permet de ne pas aller dans tous les sens et d'essayer plusieurs options avant de retrouver celle qui vous intéresse. Il faut aussi connaître comment financer ses études. Il faut savoir comment financer ses études parce que si vous n'avez pas des parents qui ont les reins solides et qui ont préparé de quoi financer vos études, surtout le parcours, vous risquez de vous retrouver dans des difficultés. Et quand il s'agit de bourse aussi, actuellement, la crise de la COVID a fait changer la donne parce que beaucoup d'étudiants ont été refoulés des campus parce que les campus étaient devenus des foyers de COVID. Il faut bien se renseigner, savoir qu'est-ce que l'université prévoit pendant cette période de crise sanitaire. Est-ce que les cours se feront en ligne? Est-ce que les cours se feront à distance? Est-ce que la présence des étudiants est requise? Comment il faut vraiment se renseigner correctement et puis ne pas être surpris. Donc, une fois sur place. Je pense que il y a des personnes peut-être encore mieux informées que moi en ligne qui pourraient rajouter quelques conseils à ceux que j'ai donnés. Merci. Merci beaucoup, Madame Ima Alofa. J'aimerais inviter Monsieur Alava et à aussi partager quelque chose avec nous. Mais au début, il faudra vous introduire parce que tout le monde ne vous connaît pas sur le panel. Monsieur Alava. Monsieur Alava, on ne vous entend pas. Voulez-vous bien unmute votre ordinateur ou votre téléphone? Votre micro, je veux dire. Sinon, on va passer à Euphrem qui intervenait très bien au niveau du chat. Euphrem Kitoyi qui est à New York. Est-ce que tu veux partager en 2 minutes brièvement quelques idées avec l'audience? Merci beaucoup, Dalis. J'avoue que je suis un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ça, mais merci pour l'honneur. Ce que je dirais, c'est que au Bénin, nous avons un système, le système de l'éducation au Bénin ne nous permet pas de penser à ce que nous voulons, de penser à nos carrières très tôt. Quand je prends mon expérience personnelle, après le bac, j'étais confus à qu'est-ce que je voulais faire. Parce que généralement, on nous forme à juste passer en classe supérieure. On nous forme juste à passer le bac. Moi, mon expérience, je n'ai pas eu la chance d'avoir des grands frères ou des aînés ou des experts qui pouvaient voir, OK, voilà ce que je faisais, voilà mes ambitions. Donc, il fallait aller. Je n'ai pas été orienté. Et je sais qu'il y a beaucoup de Béninois dans le même cas. S'il y a des professionnels, je pense que Madame
Irma Alofa vient de mentionner ça. S'il y a des professionnels comme elle, je pense que ça va être intéressant de parler aux jeunes de la classe de 6e, de la classe de 3e. Il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs options. Nous ne sommes pas limités. Essayez différentes choses et voyez ce que vous aimez. Dès que vous trouvez quelque chose que vous êtes prêt à faire en votre temps libre, quelque chose qui ne semble pas être un boulot pour vous, où vous avez de la joie, vous avez de la passion pour ça, vous vous accrochez à ça et puis vous étudiez, vous avancez et vous le faites juste par amour. C'est ce que je veux dire. Quand vous trouvez ça, vous voyez les opportunités de formation dans ce domaine, ça peut aller dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ephraim. Mafoya Dosoumon, au Canada. Mafoya, qu'est-ce que tu veux partager avec les jeunes? OK. Merci, Dalis. Et merci aussi à tous ceux qui sont intervenus. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que je pense Léonidas et Armand et d'autres aussi en ont parlé par rapport à l'anglais. Donc, c'est très important pour les jeunes aujourd'hui d'ouvrir leurs horizons, de ne pas rester fermés dans le monde francophone, forcément. Si vous avez envie de découvrir d'autres choses, apprenez d'autres langues. Comme Mireille disait, pendant les vacances, vous pouvez prendre des cours d'anglais ou même d'autres langues, chinois, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'opportunités ces temps-ci grâce à la technologie qu'il faut en profiter. Par rapport à mon expérience personnelle, moi, je suis allé me former au Ghana. Donc, je voulais aussi ajouter, quand on parle d'immigrer, quelque part, ne pensons pas automatiquement à l'Occident. Moi, je suis allé étudier au Ghana. J'ai travaillé au Ghana aussi. La raison pour laquelle j'étais allé au Ghana en 96, c'était parce que j'étais très intéressé par l'informatique et la langue aussi, l'anglais. Je pense que c'était Armand qui disait tantôt que l'anglais l'avait toujours fasciné. C'est mon cas aussi. Donc, très jeune, je voulais vraiment apprendre l'anglais. Donc, je suis allé étudier au Ghana. J'ai travaillé là-bas pendant des années. Donc, je voulais juste dire aux jeunes d'être créatifs, c'est-à-dire quand on parle d'études, d'immigration et de tout ça, ne pensons pas automatiquement à l'Occident. C'est vrai qu'après le Ghana, je suis allé aux États-Unis faire ma maîtrise avant de venir au Canada. Donc, je veux juste ajouter à tout ce que les participants ont dit, pensez aussi à la sous-région s'il y a des opportunités dans des pays de la sous-région ou en Afrique. C'est peut-être plus à la portée de certaines bourses. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des bourses, d'avoir des parents qui peuvent les soutenir et tout, à aller aux États-Unis ou en France ou au Canada. Si vos parents peuvent vous envoyer au Ghana, pourquoi pas? Merci. Merci beaucoup, Mafoya. Rétis, si tu es connecté, tu veux partager brièvement en 1 minute quelque chose avec l'audience. Est-ce que Rétis est là? Si Rétis n'est pas disponible, Ulrich Dossou, si tu es connecté, tu veux bien partager quelque chose brièvement à l'audience sur ton expérience à Boston. Bon, s'ils sont tous indisponibles, en fait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'audience qui a des questions ou qui veut intervenir ou dont on n'a pas, en fait, couvert le point? Oui, bonsoir. J'ai envie de partager quelque chose avec vous. Veuillez vous présenter, madame. Ida Toko Medali. OK. Bonsoir aux panélistes et à tous les participants. Ce fut un plaisir pour moi donc de suivre les échanges
Moi-même, j'avais eu une bourse en Union soviétique, tout ça. C'était des bourses complètes, il n'y avait pas de soucis. Mais ce qui est spécifique et qui correspond à ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y avait dans les échanges, je ne sais pas si c'est dans les accords de partenariat, lorsque vous finissez, vous avez un mois, donc votre billet retour est déjà édité. Donc vous finissez, vous soutenez, au plus un mois après, vous devez retourner dans votre pays. Donc, ceux à qui le Bénin donne des bourses, hein, et dans les contrats, dans les clauses, on peut déjà mettre cette disposition. Vous avez parlé, quelqu'un a parlé donc de notaire, tout ça, donc que les gens sachent qu'ils doivent retourner travailler. L'autre chose, ceux qui vont, même à leur propre frère, et qui ont envie de retourner travailler au pays, il faudra des dispositions d'accompagnement. Par exemple, les logements sociaux, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer aujourd'hui chez eux, travailler, mais n'ont pas où crècher, le cadre, tout ça. Donc, le gouvernement peut agir dans ce domaine. L'autre chose, Mireille en a parlé, c'est l'entrepreneuriat. Vous avez travaillé, vous avez étudié dans un domaine donné, ce n'est pas évident que vous soyez entrepreneur aussi dans le même domaine. Il faut diversifier donc les expériences pour pouvoir entreprendre quelque chose chez vous. Je prends le cas des médecins. Ils sont très nombreux, ils ont fait beaucoup de spécialités et qui sont en train de travailler en Europe, ailleurs et en Amérique. Le pays a ces ressources-là. La connexion. Les gens viennent. Ok. Je dirais donc qu'il faudrait que nous, que Bénin du futur fasse un plaidoyer pour que l'accompagnement y soit. Avec le Covid et tout ça, là, aujourd'hui, beaucoup veulent rentrer chez eux, travailler, entreprendre. Donc, il faudrait que nous fassions ce plaidoyer-là. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Ida Tokbo. Et donc, nous tendons vers la fin de notre séance. Je vous remercie tous pour votre participation, que ce soit ceux qui sont directement ici avec nous sur Zoom, ou ceux qui ont appelé par téléphone, ou aussi ceux qui sont connectés par Facebook Live. Malheureusement, on n'a pas suivi en direct, donc on ne sait pas s'il y a eu des questions sur Facebook Live. On n'a pas eu l'occasion d'adresser ces questions. Et Bénin du futur est là. On a d'autres séances très intéressantes qu'on a prévues et vous allez voir les affiches, les annonces circuler. Par exemple, le 13 septembre prochain, on a un panel très intéressant qui va discuter des questions énergétiques au Bénin. Et le 20 septembre, on va parler de l'utilisation des matériaux locaux et de certains challenges dans le domaine de la construction et des bâtiments publics au Bénin. Ce sera un panel de très haut niveau parce qu'on aura des présidents de l'Ordre des experts et des architectes du Bénin, le président de l'Ordre des ingénieurs du Bénin et plein d'autres personnes très, très haut placées dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme qui vont se joindre à nous pour échanger. Donc, restez connectés. Si vous ne nous suivez pas encore, essayez de vous connecter, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Facebook. Et donc, en gros, on a abordé aujourd'hui les études à l'étranger. Et je ne pense pas que c'est nécessaire de résumer. Vous avez suivi. Je suivais un peu l'effectif des participants. Je crois que la majorité des gens sont restés du début jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Je vais peut-être partager dans le lien, c'est pas un lien vers mon site ou mon Twitter pour ceux qui veulent connecter personnellement ou me joindre. Et donc, merci. On va aussi probablement éditer une sorte de rapport ou de récapitulatif de tout ce qui a été dit aujourd'hui et on va partager. Et donc, je ne sais pas, mot de fin, Armand. On va faire un tour du panel. Mot de fin, Armand, et puis Freddy, et puis Mireille. Je crois que Léo nous a déacquittés. Espérons aussi. Armand, en 1 minute. Oui, je voudrais simplement remercier tous nos amis
pour consacrer une partie de leur dimanche à cette séance que je trouve très, très importante. Parce qu'une fois encore, je suis persuadé que le capital humain est l'atout fondamental dont le pays dispose pour se développer. Et bon, il y a quand même assez d'opportunités si nous voulons sortir du Bénin pour aller découvrir un peu ce qui se passe. Bon. Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter à travers Bénin du Futur et si vous voulez nous contacter aussi à titre personnel et tout. Moi, je suis disponible pour aider les jeunes et les amis. Merci. Merci, Armand. Freddy, ton mot de fin, en 1 minute. Je vous remercie, en tout cas, je vous remercie particulièrement tous ceux qui ont participé à cette séance. Et tout ce que moi je pourrais dire pour finir, c'est simplement que tous les jeunes en fait qui ont envie d'aller étudier à l'extérieur, qu'ils s'y préparent, qu'ils se préparent correctement parce que le tout ne suffit pas de vouloir, mais de se préparer en conséquence. Et aussi, moi je pense que tout est à refaire, tout est à faire au Bénin. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Donc, comme le disait Mireille, l'entrepreneuriat est la meilleure clé pour pouvoir faire quelque chose de beau, de ce qu'on a appris pour ceux qui ont étudié à l'extérieur. Et je pense que dans ce domaine de l'entrepreneuriat, beaucoup de choses et beaucoup d'entre nous ont beaucoup de choses à proposer comme projet. Et donc, je pense que ça peut être ça, la clé du développement de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Freddy. Et Mireille, ton mot de fin en 1 minute. Ok, comme on le dit chez nous, c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, donc n'oubliez pas d'où on vient. Hein. Exactement. Que vous ayez l'expérience nécessaire, n'oubliez pas que vos parents sont encore là-bas et on parlera du Bénin toujours en votre nostalgie. Dès que vous présenterez votre passeport, on va se dire, ah, le Bénin est où? Et tant que vous n'allez pas œuvrer pour que ça devienne quelque chose, vous allez toujours le localiser par rapport au Nigeria, qui est un grand de l'Afrique. Merci. Péro, ton mot de fin. Merci pour ton intervention, Mireille. Je dirais rapidement pour finir qu'aujourd'hui, nous avons parlé de l'immigration pour étudier et que plusieurs parcours ont été présentés en exemple. On vous a donné des idées de bourse, mais également des parcours pour vous, enfin, à travers des recherches personnelles, vous inscrire dans des universités. Le capital humain qui est revenu plusieurs fois dans les échanges est très important et un élément crucial pour le développement du Bénin. Encore faut-il que des dispositions soient prises au niveau, je veux dire, gouvernemental ou au niveau de l'administration du Bénin pour favoriser le retour des compétences au Bénin et créer une certaine émulation au niveau de l'économie pour que les gens puissent venir mener des activités et favoriser des IDE, comme Léonidas l'a dit, à travers des soft skills ou d'autres partenariats qu'on pourrait développer. Merci pour votre présence. Nous sommes disponibles sur benindufutur.org. Nous avons un chat qui peut répondre à vos questions ou laissez-nous vos contacts là. On vous contactera si vous avez des questions. Nous sommes toujours à la recherche de contributeurs. Donc, si vous avez des idées de façon générale pour le développement du Bénin, des sujets écrits qui pourraient nous intéresser, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup à vous et excellente fin de journée à vous. Je crois au Bénin, c'est fin d'après-midi. Et à ceux qui sont, et pareil pour ceux qui sont en Europe, en fait. Ceux qui sont en Amérique du Nord, c'est encore la matinée pratiquement. Il est midi, je crois. 11h ou midi, selon, ou 13h, je ne sais pas, selon la ville où vous vous trouvez. Donc, portez-vous bien. Merci beaucoup pour le soutien et tout. Ciao, bye. Merci à tous. Bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye.